La douleur d'être ignoré n'est pas un simple coup émotionnel, c'est un rappel brutal de comment fonctionne la vie. Personne n'est obligé de te valoriser, et si tu attends qu'ils le fassent, tu es à la merci de leur regard. Ce vide que tu ressens, cette indifférence qui te traverse, peut te détruire ou peut te forger. Et voici la vérité. Celui qui sait transformer cette douleur en pouvoir cesse d'être une victime et devient quelqu'un d'impossible à ignorer. L'indifférence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le silence devient une arme, l'absence une déclaration, et ta croissance la réponse la plus percutante au mépris. Celui qui t'ignorait auparavant commence à remarquer ce qu'il a perdu, car la force de ta présence devient plus évidente quand elle n'est plus disponible pour eux. Cette vidéo ne cherche pas à te consoler, elle cherche à éveiller en toi la clarté que le respect ne se demande pas, il s'impose. Tout au long de ce chemin, tu découvriras des pratiques qui transformeront ta blessure en pouvoir psychologique, ton silence en magnétisme et ton absence en un fardeau que l'autre ne pourra pas ignorer. Reste jusqu'à la fin, car tu vas apprendre à utiliser l'indifférence comme ton outil le plus mortel et à démontrer que le véritable pouvoir naît lorsque tu arrêtes de mendier de l'attention et commences à avoir un impact sur les gens. 1. Silence qui fait payer son indifférence. Le silence est comme un miroir sombre placé devant celui qui t'ignore. Il ne montre rien immédiatement, mais avec le temps, il reflète ce qu'ils sont vraiment. Des personnes incapables de reconnaître ta valeur jusqu'à ce que l'absence de ta voix commence à leur peser. La plupart répondent au mépris par des explications, des réclamations, des tentatives d'être entendus. Mais cette réaction ne fait que nourrir l'autre, car il sent que son indifférence te contrôle. Le véritable pouvoir commence lorsque tu décides de te taire, non pas comme un acte de soumission, mais comme une déclaration de force. Le silence, utilisé intelligemment, n'est pas vide. C'est du bruit dans l'esprit de celui qui pensait pouvoir t'ignorer sans conséquence. La douleur d'être ignoré peut t'entraîner à chercher désespérément de l'attention, et c'est là que tu perds tout avantage. Le conseil est clair. Apprends à résister à l'impulsion de parler lorsque la seule chose que tu obtiendrais est de rabaisser ta dignité. Fais du silence ta réponse automatique face à l'indifférence, car rien ne déconcerte plus que quelqu'un qui ne fait pas d'effort pour être entendu. Le silence crée un espace inconfortable, oblige l'autre à se demander si tu as encore quelque chose à dire ou si ce qu'ils ont ignoré était plus précieux qu'ils ne le pensaient. Il ne s'agit pas de rester silencieux pour toujours, il s'agit d'utiliser ton silence comme un rappel que tu ne dépends de personne pour valider ta présence. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne nécessite de la discipline. La prochaine fois que tu ressens le désir de réclamer de l'attention, arrête-toi et compte jusqu'à 10, garde tes mots et observe l'inconfort du vide que tu crées. Lorsque tu es dans une conversation où quelqu'un minimise ton opinion, respire, tais-toi et soutiens ton regard. Laisse le poids du silence parler pour toi. Ce simple geste projette plus de pouvoir que n'importe quel discours chargé de justification. Et si tu crains que le silence te rende faible, rappelle-toi que les gens craignent plus ce qu'ils ne peuvent pas lire que ce qui est clairement dit. Le mystère a toujours plus d'impact que l'explication. Le silence fonctionne aussi comme un filtre. Ceux qui te valorisent vraiment sauront interpréter ton silence comme un signe de maturité, pas comme un renoncement. En revanche, ceux qui cherchaient seulement à te manipuler sentiront qu'ils perdent le contrôle parce que leur indifférence ne parvient plus à bouger tes émotions. Voici la clé. N'utilise pas le silence comme une punition. Utilise-le comme un outil pour retrouver l'équilibre. Tu ne punis personne, tu laisses l'autre écouter son propre écho dans l'absence de ta voix. Pour maintenir cette pratique, entoure-toi de rappels qui renforcent ton autocontrôle. Tu peux écrire dans ton cahier une phrase simple « Mon silence est ma force ». Lis-la chaque matin pour entraîner ton esprit à répondre avec fermeté.
Au final, l'indifférence fait mal parce qu'elle nous fait nous sentir invisibles, mais quand tu utilises le silence, l'invisibilité devient ton meilleur masque. Il n'y a rien de plus puissant que le désarroi de celui qui ne comprend pas pourquoi son mépris ne te brise plus. C'est alors que tu découvres que le silence n'est pas vide. C'est une déclaration d'indépendance. Et tôt ou tard, ce silence devient la dette que les autres devront payer avec leur propre inquiétude. 2. Absence qui multiplie ta valeur perdue. L'absence ressemble à une ombre qui n'est remarquée que lorsque la lumière change de direction. Tant que tu es présent, ta valeur peut sembler évidente ou même ignorée. Mais lorsque tu décides de te retirer fermement, ton espace vide devient un rappel constant de ce que tu signifiais. C'est une erreur de croire que d'être toujours disponible te rendra indispensable. En réalité, la disponibilité absolue diminue ta valeur parce que l'autre suppose que ton attention ne manquera jamais. L'absence stratégique, en revanche, transforme chaque moment où tu n'es pas là en une mesure exacte de ton importance. Quand quelqu'un t'ignore, la tentation naturelle est de te rapprocher davantage, d'insister, de prouver que tu existes. Cette réaction ne fait qu'approfondir l'indifférence, car elle confirme que ta présence ne coûte rien. La première leçon pratique est d'apprendre à créer de la distance sans tomber dans le ressentiment. Retire-toi naturellement, sans grandes explications, cesse d'être dans les endroits où tu cherchais à être reconnu et laisse le vide travailler pour toi. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une tactique qui transforme ton absence en preuve de ce que l'autre perd. L'absence multiplie ta valeur car elle oblige la mémoire à agir. Quand tu n'es plus là, chaque détail de ta compagnie commence à grandir dans l'esprit d'autrui. Ce qui semblait petit devient énorme, ce qui était tenu pour acquis pèse maintenant. Pour appliquer ce principe dans la vie quotidienne, établis des limites claires dans ton temps et ton énergie. N'accepte pas toujours les invitations, ne réponds pas immédiatement à chaque message, ne sois pas disponible à tout moment. Apprends à dire non calmement, laisse des espaces d'attente et, surtout, montre-toi occupé à ta propre croissance. Quand ta vie ne tourne pas autour des autres, ton absence devient une déclaration d'indépendance. Un autre conseil pratique est de prendre soin de ce que tu laisses derrière toi après ton absence. Il ne s'agit pas seulement de disparaître, mais d'avoir semé auparavant une forte impression. Si tu es cohérent, discipliné et ferme, ton retrait sera ressenti comme une véritable perte. En revanche, si ta présence ne transmet pas de valeur, ton absence passera inaperçue. C'est pourquoi travaille sur toi-même pendant que tu n'es pas sur le radar de ceux qui t'ont ignoré. Consacre ce temps à améliorer ton physique, tes connaissances, ton caractère. Ainsi, quand ils te regarderont à nouveau, ils le feront avec surprise et respect, parce que ce qu'ils ont laissé partir s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus solide. Il est important que tu comprennes que l'absence n'est pas une vengeance, c'est une stratégie. Tu ne disparais pas pour punir, tu disparais pour te retrouver et démontrer que ta valeur ne dépend pas de l'attention que tu reçois. Chaque jour où tu apprends à vivre sans mendier des regards, tu gagnes un terrain psychologique que personne ne peut te prendre. Applique ce principe aussi dans le social. Si dans un groupe tu remarques de l'indifférence, éloigne-toi un moment, reviens calmement et observe comment ta voix a maintenant plus de poids. La distance crée de l'attente et l'attente augmente toujours la valeur. L'absence stratégique est comme un silence prolongé au milieu d'une chanson. Au début, cela semble étrange, mais bientôt tout le monde attend le prochain accord avec plus de force. Fais de ton absence une ressource pour multiplier ton impact. Laisse les autres ressentir le manque de ta présence et transforme-le en ton outil de pouvoir. Parce que quand tu n'es pas là, ta valeur ne disparaît pas. Elle s'étend dans l'esprit des autres jusqu'à ce qu'ils réalisent que ce qu'ils ignoraient était ce dont ils avaient le plus besoin. 3. Reflet qui renvoie son propre mépris. Le mépris ressemble à une pierre lancée dans l'eau. Celui qui la lance pense qu'elle disparaîtra au fond sans laisser de traces, mais ce qui se passe est différent. Chaque vague revient vers la rive, lui rappelant que chaque acte génère un écho. C'est ainsi que fonctionne le reflet, non pas comme une vengeance, mais comme un retour inévitable.
Quand quelqu'un t'ignore ou te méprise, la réaction instinctive est de te défendre, d'expliquer ta valeur, de supplier pour de l'attention. Mais la chose la plus puissante que tu peux faire est de renvoyer son indifférence avec le même calme avec lequel tu as reçu le coup. Ce reflet est le miroir qui leur montre leur propre vide. La clé est de ne pas confondre reflet avec ressentiment. Il ne s'agit pas de répondre avec haine ou attaque, car cela ne fait que t'enchaîner au jeu de l'autre. Le reflet est neutre, froid, précis. Ils choisissent l'indifférence, tu réponds avec une indifférence encore plus ferme. Ils s'éloignent, tu ne cours pas derrière. Ils ignorent ta valeur, tu ignores leur pouvoir sur tes émotions. Ce miroir leur montre qu'ils n'ont plus de contrôle sur toi. Et même s'ils ne le disent pas, à l'intérieur, ils ressentiront le malaise de se voir eux-mêmes dans la façon dont tu les traites. Pour pratiquer cette attitude, le premier conseil est clair. N'explique jamais ton silence. Si quelqu'un te méprise, ne gaspille pas d'énergie à justifier ta distance. Laisse tes actes répondre sans mots. Le deuxième conseil est d'utiliser le calme comme une arme. Ne renvoie pas de cris ni de reproches. Réponds avec sérénité. Ce calme dérange plus que toute attaque car il montre qu'ils n'ont pas de contrôle sur toi. Le troisième conseil est de fixer des limites invisibles. Si quelqu'un ne se souvient de toi que lorsqu'il a besoin de quelque chose, réponds-lui avec la même froideur qu'il a semée. Il ne s'agit pas de méchanceté, il s'agit d'équilibre. Le reflet a aussi un effet psychologique profond. Il confronte l'autre à sa propre ombre. Beaucoup de personnes traitent avec mépris pour se sentir supérieures, mais quand elles voient que leur indifférence leur est renvoyée sans t'affecter, elles sont forcées de reconnaître que le pouvoir qu'elles croyaient avoir était une illusion. C'est là que ton reflet cesse d'être une simple réponse et devient un coup porté à leur ego. Ils découvrent que tu n'es pas si facile à manipuler, que tu ne te brises pas avec l'indifférence et que ta force est plus solide que leurs jeux émotionnels. Un autre conseil pratique est de s'entraîner à la patience. Le reflet ne donne pas de résultats immédiats. Parfois, ils mettent du temps à remarquer que tu leur renvoies leur propre traitement. Mais avec le temps, ils ressentiront le malaise de ne pas contrôler la dynamique. Cette attente est ton allié. Plus tu résistes, plus ta fermeté sera évidente. Et pendant ce temps, utilise cet espace pour te concentrer sur ta croissance personnelle. Occupe ton temps à avancer, à t'améliorer, à grandir à tel point que ton reflet ne soit pas seulement de l'indifférence, mais de la supériorité silencieuse. Le reflet ne cherche pas à humilier, il cherche à équilibrer. C'est dire à l'autre sans mots que ce que tu donnes est exactement ce que tu reçois. Celui qui donne du mépris finit par se noyer dans son propre vide, car ta force transforme son indifférence en un miroir qu'ils ne peuvent pas éviter de regarder. Et c'est la leçon la plus dure que quelqu'un peut affronter. Découvrir que le mépris qu'ils ont lancé revient multiplié et qu'à la fin, le seul qui reste affecté par son indifférence est lui-même. 4. Indifférence qui blesse son ego. L'ego ressemble à un ballon gonflé qui a toujours besoin d'air pour rester en haut. Chaque mot d'attention, chaque geste d'importance, chaque explication que tu donnes devient le souffle qui le fait flotter. Mais quand tu décides de ne plus le gonfler, quand tu choisis l'indifférence comme réponse, ce ballon commence à se dégonfler jusqu'à tomber au sol. L'indifférence, utilisée intelligemment, n'est pas une faiblesse ni une lâcheté. C'est un coup direct à l'orgueil de celui qui pensait pouvoir te manipuler avec mépris. Ceux qui cherchent à contrôler les autres par l'indifférence attendent une réaction immédiate. Ils espèrent te voir anxieux, contrarié, suppliant de l'attention. C'est la nourriture qui maintient leur ego en vie. Mais quand tu réponds calmement, quand tu choisis de ne pas entrer dans le jeu, ce qui se brise n'est pas toi. Ce qui se brise est le pouvoir qu'ils ont essayé d'exercer sur ton esprit. Le premier conseil est celui-ci. Ne cours jamais après celui qui utilise l'indifférence comme une arme, car chaque pas vers eux est un signe que leur stratégie a fonctionné. L'indifférence consciente fonctionne comme un miroir qui renvoie la même énergie reçue. Si quelqu'un se montre froid avec toi, montre-toi encore plus serein avec eux.
S'ils décident de s'éloigner, n'essaie pas de les ramener. S'ils pensent qu'ils peuvent te manipuler en ignorant ta valeur, montre-leur que ta vie reste intacte sans leur présence. L'ego de l'autre ne supporte pas d'être effacé du centre d'attention car il se nourrit du sentiment d'avoir le contrôle. Le deuxième conseil est clair. Apprends à rester ferme sans montrer de désespoir, car rien ne déstabilise plus que quelqu'un qui n'a pas besoin de se battre pour gagner. Appliquer cette attitude dans la vie quotidienne nécessite de l'autocontrôle. La troisième recommandation est de travailler sur ta réaction immédiate. La prochaine fois que tu reçois un message froid ou une attitude de mépris, ne réponds pas sur le moment. Fais une pause, respire, analyse si cela vaut la peine d'investir de l'énergie dans cette interaction. Cette pause coupe la chaîne de réactions impulsives et marque un territoire psychologique où tu es le maître. Dans cette pause, l'ego de l'autre commence à s'affaiblir, car il attendait ton impulsion et a trouvé ton silence. Un autre conseil pratique est d'utiliser l'énergie que tu aurais dépensée à chercher leur approbation pour travailler sur ta croissance personnelle. Si quelqu'un t'ignore, au lieu de t'épuiser à essayer de le récupérer, investis ce temps dans tes objectifs, dans ta discipline, dans tes projets. L'effet psychologique est double. D'une part, tu renforces ton estime de toi. D'autre part, tu forces l'autre à remarquer que son indifférence ne t'a pas arrêté. L'indifférence n'est pas un vide, c'est un rappel que ta valeur n'est pas négociable. Le langage corporel joue également un rôle clé. L'indifférence se transmet dans ta posture autant que dans tes mots. Garde ton visage calme, ne montre pas d'anxiété dans tes gestes, soutiens ton regard sans avoir besoin de confronter. Cette sérénité blesse plus l'ego que n'importe quel cri, car elle montre clairement qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi. La grande vérité est celle-ci. L'indifférence est une arme psychologique qui ne crie pas, n'attaque pas, ne cherche pas de vengeance, mais blesse plus que n'importe quel mot. Parce que ce qui détruit l'ego de l'autre n'est pas que tu l'insultes, mais que tu l'ignores. Rien ne fait plus mal à quelqu'un qui vit de validation que de découvrir qu'il ne signifie plus rien dans ton monde. Et c'est là le véritable pouvoir de l'indifférence. Montrer que tu n'as besoin de personne pour soutenir ta valeur. Car ta dignité ne dépend pas de l'attention des autres, mais de la force avec laquelle tu décides de rester debout. 5. Croissance qui démontre ce qu'ils ont laissé partir. La croissance ressemble à un arbre qui continue de s'élever même si personne ne le regarde. Au début, ils peuvent le voir petit, fragile, insignifiant, mais avec le temps, ses racines profondes et sa hauteur imposante montrent clairement que l'ignorer était une erreur. Il en va de même pour toi, lorsque tu décides de transformer le mépris que tu as reçu en discipline et en développement personnel. Chaque progrès que tu réalises, chaque objectif atteint et chaque amélioration silencieuse est une preuve que ce que d'autres ont cessé de valoriser brille maintenant avec une force impossible à ignorer. L'erreur la plus courante est d'essayer de prouver sa propre valeur immédiatement, comme si tu devais convaincre ceux qui n'ont pas su la voir. Cette recherche de validation ne fait que t'épuiser. Le véritable pouvoir réside dans la croissance sans l'annoncer, dans le travail en silence et laisser tes résultats parler. L'indifférence fait mal, oui, mais elle peut devenir le carburant parfait pour allumer ta détermination. La première recommandation est claire. Utilise la douleur comme énergie, pas comme excuse. Demande-toi dans quel domaine de ta vie tu peux te renforcer et commence à construire à partir de là. Quand quelqu'un t'ignore, la chose la plus sage à faire est de concentrer ton attention sur ton propre progrès. Inscris-toi à un cours, investis du temps pour améliorer ta condition physique, développe une compétence que tu as toujours repoussée. Chaque pas que tu fais vers ta meilleure version est une déclaration silencieuse, qui résonne plus fort que n'importe quel reproche. La croissance personnelle a un effet magnétique, car elle montre que tu n'as pas besoin d'être reconnu pour avancer, que ton moteur interne est plus fort que n'importe quelle indifférence. Un autre conseil pratique est de documenter tes progrès. Écris tes objectifs dans un cahier et enregistre tes réalisations, aussi petites soient-elles. Cette habitude non seulement renforce ton estime de toi, mais te donne également une perspective claire de combien tu progresses. Le jour où tu croiseras à nouveau le chemin de ceux qui t'ont méprisé, tu n'auras pas besoin de dire quoi que ce soit. Ta transformation parlera pour toi. Et le plus puissant,
et que ce progrès ne sera pas une performance pour les autres. Ce sera un changement réel qui t'appartiendra entièrement. La croissance nécessite également de la patience. Tu ne verras pas les résultats du jour au lendemain, mais chaque habitude que tu construis est un investissement à long terme. La clé est la constance. Si tu entraînes ton corps pendant des mois, viendra le moment où ta force sera évidente. Si tu cultives des connaissances chaque jour, ta sagesse se reflètera dans tes paroles et tes décisions. Les gens peuvent ignorer une personne faible, mais ils ne peuvent pas ignorer quelqu'un qui s'est transformé en une version solide et disciplinée de lui-même. Un point essentiel est de ne pas tomber dans le piège de montrer ta croissance avec arrogance. L'objectif n'est pas d'humilier ceux qui ne t'ont pas valorisé, mais de démontrer, sans le dire, que tu as perdu du temps avec ceux qui ne savaient pas reconnaître ta valeur. Laisse tes réalisations parler sans avoir besoin de crier. Cette humilité combinée à la progression a un impact plus grand, car celui qui t'a sous-estimé sera confronté à la vérité la plus douloureuse. Ils ont laissé partir quelqu'un qui brille maintenant sans avoir besoin de leur approbation. En fin de compte, la croissance que tu démontres est une victoire silencieuse. Tu n'as pas besoin de vengeance ni de confrontation, car la vie elle-même se charge de montrer ce que chacun a choisi. Tu as choisi d'avancer, ils ont choisi d'ignorer. Et quand les regards reviendront, car ils reviennent toujours, ils trouveront une version de toi plus forte, plus ferme et plus précieuse qu'ils n'auraient jamais imaginée. C'est le triomphe le plus éloquent. Grandir tellement que ta seule existence devient la preuve que te sous-estimer était leur plus grande erreur. 6. Mystère qui les tourmente dans leur vide. Le mystère ressemble à une porte fermée au milieu d'un couloir sombre. Tout le monde peut la voir, mais personne ne sait ce qui se cache derrière. Cette incertitude crée de la curiosité, éveille l'anxiété et oblige à imaginer des possibilités qui sont souvent plus intenses que la réalité elle-même. C'est ce qui se passe lorsque tu choisis de ne pas tout révéler de toi, lorsque tu décides de ne pas montrer chaque détail de ta vie à ceux qui t'ont un jour ignoré. Le silence combiné au mystère devient un miroir où l'autre projette ses propres doutes et ces doutes commencent à tourmenter son ego. L'erreur la plus courante est d'essayer de montrer trop, comme si la transparence absolue garantissait le respect. Mais la vérité est que celui qui n'a pas su t'apprécier ne mérite pas un accès illimité à ton monde. C'est ici que le mystère entre en jeu comme outil psychologique. La première recommandation est de ne pas trop exposer ta vie personnelle. Ne publie pas chaque pas que tu fais, n'explique pas chaque décision, ne livre pas ta routine comme si c'était un livre ouvert. Lorsque les gens ne savent pas ce que tu fais, ils sont obligés de combler ce vide avec leur imagination. Et l'imagination exagère toujours. Le mystère se renforce également par la façon dont tu parles. Évite de te justifier. Évite de donner de longues explications sur tes choix. Si quelqu'un veut en savoir plus sur toi et que tu remarques qu'il t'ignorait auparavant, réponds calmement, avec peu de mots, avec des phrases qui posent plus de questions que de réponses. Ce style de communication ne signifie pas froideur, mais contrôle. Maintenir l'intérêt des autres ne vient pas de ce que tu donnes en excès, mais de ce que tu choisis de réserver. Un autre conseil pratique est de varier ta présence. Ne sois pas disponible de la même manière tout le temps. Parfois participe, parfois reste silencieux, parfois observe simplement. Cette irrégularité consciente crée un modèle que l'autre ne peut pas anticiper. Et quand ils ne peuvent pas t'anticiper, la curiosité commence, et avec elle, l'inconfort. Cet inconfort est du pouvoir, car il oblige l'autre à reconnaître que ton monde ne tourne plus autour de son attention. Le mystère se construit également à partir de ta croissance personnelle. Consacre du temps à t'améliorer dans des domaines où personne ne s'y attend. Apprends une nouvelle compétence, change ton style, renforce ton caractère. Lorsque les autres remarquent un changement mais ne savent pas d'où il vient, ils sentiront qu'il y a quelque chose en toi qui leur échappe. Cette sensation les attire et les déconcerte en même temps. N'oublie pas que l'inconnu a toujours plus de force que l'évident. Le point clé est de ne pas utiliser le mystère comme un jeu vide, mais comme une ressource de dignité.
Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de protéger ton énergie et de montrer que tout le monde n'a pas le droit de te connaître complètement. En réservant des parties de toi, tu poses des limites invisibles qui renforcent ta valeur. Parce que ce qui n'est pas facilement donné est plus apprécié. Celui qui t'ignorait auparavant commence à sentir qu'il a perdu l'accès à quelque chose qui est maintenant devenu inaccessible. Au final, le mystère est l'art de laisser des espaces en blanc. Et ces espaces deviennent un tourment pour ceux qui pensaient pouvoir t'ignorer sans conséquence. Ils découvrent qu'ils ne savent plus qui tu es vraiment, que tes pas ne sont pas prévisibles et que ta vie continue d'avancer loin de leur contrôle. C'est la blessure la plus profonde pour leur ego, comprendre que ce qu'ils ont méprisé est maintenant un énigme impossible à déchiffrer et que toi, en silence, tu es le maître absolu de cet inconnu. 7. Concentrez-vous sur vous-même, cela les efface de votre centre. La concentration ressemble à la lumière d'un phare au milieu de la tempête. Tandis qu'elle pointe vers l'essentiel, tout le reste dans l'ombre. Lorsque vous décidez de diriger votre attention vers votre propre chemin et non vers ceux qui vous ont ignoré, cette lumière interne efface leur présence de votre centre. Les gens pensent que le pouvoir réside dans le fait d'être reconnu par les autres, mais la vérité est plus dure et plus libératrice. Le véritable pouvoir réside dans le fait de se reconnaître soi-même. Chaque fois que vous donnez la priorité à ceux qui vous méprisent, vous éteignez votre propre lumière pour éclairer un coin qui ne mérite pas votre énergie. Le conseil est direct. Réorganisez votre vie de manière à ce que vous soyez la chose la plus importante. Écrivez vos objectifs, définissez ce que vous voulez accomplir et consacrez votre temps à des activités qui vous rapprochent de cela. Lorsque votre agenda est rempli de croissance personnelle, il ne reste plus de place pour l'anxiété de vous demander pourquoi quelqu'un ne vous a pas apprécié. La concentration devient une barrière naturelle contre l'indifférence. Un autre conseil pratique est de transformer votre routine en un rituel d'affirmation personnelle. Levez-vous chaque matin avec une tâche claire qui vous rappelle que votre vie a une direction. Cela peut être de s'entraîner, de lire, d'écrire, de créer. Faites de ces actions votre refuge. Celui qui était auparavant au centre de vos pensées commence à s'estomper parce qu'il n'y a plus d'espace réservé pour eux. L'esprit est comme un terrain. Ce que vous semez grandit, ce que vous abandonnez se dessèche. Se concentrer sur soi-même signifie également établir des limites fermes. Ne répondez pas immédiatement à ceux qui ne cherchent votre attention que lorsqu'ils en ont besoin. Apprenez à dire non avec assurance. Souvenez-vous que votre énergie est limitée et que vous ne pouvez pas la gaspiller sur ceux qui ne l'apprécient pas. Cette pratique renforce votre estime de soi et projette le respect envers les autres. Parce que lorsque quelqu'un remarque que votre attention ne tourne plus autour d'eux, il commence à sentir qu'il a perdu une place qu'il ne pourra pas récupérer facilement. Une autre façon d'appliquer ce principe est de vous entourer d'environnements qui vous poussent vers l'avant. Remplacez les conversations vides par des dialogues qui vous apportent. Remplacez les distractions par des apprentissages. Remplacez les relations qui drainent par des liens qui construisent. Chaque décision de ce type est une façon d'effacer les indifférents de votre carte. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de les confronter. Il suffit de diriger votre énergie là où elle compte vraiment. Se concentrer sur soi-même a un effet psychologique puissant sur ceux qui vous ignoraient auparavant. Ils découvrent que vous n'êtes plus accessible, qu'ils ne peuvent plus manipuler votre temps ni votre esprit, que vous avez perdu l'habitude de tourner autour de leur indifférence. Cela blesse l'ego plus que n'importe quel mot, parce qu'ils se sentent remplacés par quelque chose de plus fort, votre propre but. Et il n'y a pas de punition plus grande que de remarquer que quelqu'un que vous avez méprisé s'épanouit maintenant sans vous au centre de sa vie. En fin de compte, concentrer votre vie sur vous-même est un acte de liberté. Vous n'avez pas besoin d'explications ni de discours, car votre croissance est la réponse la plus claire. Lorsque votre lumière brille vers l'intérieur, il reste dans l'ombre. Et cette ombre est le rappel qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous,
parce que vous avez choisi d'occuper la place qui aurait toujours dû être la vôtre, le centre de votre propre existence. 8. Réponse calculée qui renverse le jeu. La réponse calculée ressemble à un coup d'échec. Peu importe combien on t'attaque, ce qui définit la partie n'est pas la pression du moment, mais le mouvement que tu fais après avoir réfléchi calmement. Celui qui t'ignore attend ta réaction impulsive, ton désespoir, ta tentative d'attirer son attention. Mais quand au lieu d'exploser, tu choisis de répondre avec une froideur stratégique, le contrôle change de main. L'indifférence qu'ils ont essayé d'utiliser contre toi devient une arme que tu manies maintenant. L'erreur la plus courante est de répondre immédiatement, avec des émotions à vif. C'est là que tu cèdes ton pouvoir. La première recommandation est simple, fais une pause avant de répondre. Cette pause est ton avantage, car elle te permet d'analyser si cela vaut la peine de répondre ou si le silence est plus puissant. Une réponse calculée ne signifie pas toujours des mots. Parfois cela signifie garder le silence au moment exact pour que l'autre ressente le poids de ne pas avoir de contrôle sur toi. Quand tu décides de parler, fais-le avec clarté et fermeté, sans explications inutiles. Utilise des phrases courtes, sûres, qui transmettent que tu sais exactement ce que tu penses. Si quelqu'un cherche à te provoquer avec mépris, ton ton doit être calme et direct, sans besoin de hausser la voix. Ce style de communication désarme, car il montre que ton esprit n'a pas été emporté par la manipulation émotionnelle. Un autre conseil pratique est de choisir les bons moments pour répondre. Tu n'as pas à être disponible pour chaque tentative de contact. S'ils t'écrivent après t'avoir ignoré, ne réponds pas tout de suite. Attends, laisse-les ressentir l'incertitude de ton temps. Ce retard n'est pas une vengeance, c'est une stratégie. Il montre que ton attention n'est pas en solde, que ton énergie est gérée et que tout le monde ne peut pas y accéder quand il le souhaite. La réponse calculée consiste également à ne rendre que ce qui est juste, jamais plus que ce que tu reçois. Si quelqu'un te donne de la froideur, rends de la froideur. Si quelqu'un montre un intérêt superficiel, réponds avec un intérêt limité. Ce réflexe contrôlé blesse plus que le reproche, car il oblige l'autre à affronter son propre comportement. La différence est que tu le fais avec sérénité, pas depuis la colère. C'est le signe que tu maîtrises le jeu. Un point clé est de ne pas utiliser la réponse calculée comme un théâtre, mais comme une discipline. Tu ne feins pas l'indifférence, tu la pratiques. Tu n'agis pas avec froideur, tu la transformes en ta ressource naturelle. Au début, cela peut être difficile, car ton instinct te pousse à réagir, mais avec de la pratique, ton esprit s'habitue à s'arrêter, à réfléchir et à répondre avec précision. Cette transformation est ce qui fait de la stratégie une habitude. L'effet de cette attitude sur les autres est frappant. Celui qui pensait pouvoir t'ignorer et manipuler tes émotions découvre qu'il se trouve maintenant face à quelqu'un de froid, calculateur et en contrôle. Cette perception change complètement la dynamique, car tu n'es plus la proie qui court derrière, tu es maintenant le joueur qui déplace les pièces calmement. Et le plus déconcertant pour eux est qu'ils ne peuvent pas anticiper tes réponses, car tu as appris à briser le schéma de la réaction impulsive. Au final, la réponse calculée n'est pas seulement une tactique, c'est une déclaration de pouvoir. Cela signifie que tu as cessé d'être l'esclave de l'attention des autres et que tu as commencé à maîtriser le rythme de chaque interaction. Et cette maîtrise, construite avec silence, patience et stratégie, est ce qui renverse le jeu en ta faveur. Parce que tu n'es plus celui qui cherche la reconnaissance, ce sont eux qui commencent à chercher la tienne, pris au piège dans le labyrinthe qu'ils ont autrefois essayé d'utiliser contre toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Chaque question manipulatrice est un coup déguisé en intérêt.
Elle n'arrive pas avec des crises ou des insultes, elle arrive avec subtilité, avec un ton qui prétend être innocent mais qui cherche à te désarmer de l'intérieur. Pourquoi es-tu si nerveux? Ne me fais-tu pas confiance? Et si tout est dans ta tête? Ces phrases ne cherchent pas la clarté, elles cherchent à semer le doute, à affaiblir ta sécurité et à te faire sentir coupable de quelque chose qui n'est même pas le tien. Ici, nous ne parlons pas de simples mots. Nous parlons de pièges psychologiques qui, si tu ne les reconnais pas, peuvent te conduire à te justifier encore et encore jusqu'à perdre ton centre. Parce que le vrai poison n'est pas dans la question, mais dans la réaction qu'elle te fait avoir. Si tu tombes dans le jeu, tu es piégé. Si tu réponds avec anxiété ou avec colère, le manipulateur gagne. Le stoïcisme enseigne une autre voie. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur ni de défendre ta dignité à chaque instant. Ta force n'est pas dans la conviction, mais dans le maintien du calme quand on cherche à te déstabiliser. Épictète disait que personne ne peut te blesser sans ton consentement, et c'est la clé. Apprendre à rester ferme, même lorsque les mots sont utilisés comme des armes. Cette vidéo n'est pas une théorie vide, c'est un guide pratique pour reconnaître ces pièges et répondre avec des attitudes que tout le monde peut appliquer dans la vie quotidienne. Ici, il ne s'agit pas de devenir froid, mais d'apprendre à être maître de ton esprit, de ton silence et de ta clarté intérieure. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir, c'est comment transformer chaque tentative de manipulation en un champ d'entraînement pour ta force émotionnelle. 1. Pourquoi es-tu si nerveux? Un prédateur n'attaque jamais de front, il se cache dans l'ombre, attend le moment exact et lance son attaque avec subtilité. C'est ainsi que fonctionnent certaines questions manipulatrices. Elles n'arrivent pas comme un rugissement évident, mais comme un murmure déguisé en innocence. Pourquoi es-tu si nerveux? Semble inoffensive, mais derrière ces mots se cache l'intention de te déstabiliser, de te faire sentir inférieur, insécurisé, petit. Le manipulateur sait que s'il réussit à te faire douter de toi-même, il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit, car tu finis par t'affaiblir tout seul. Cette question est l'une des armes préférées de ceux qui cherchent à avoir du pouvoir sur les autres, car elle joue avec ta crédibilité et ta confiance. Si tu réponds avec anxiété, si tu te justifies, si tu essaies de prouver que tu n'es pas nerveux, tu tombes dans son jeu. Tu donnes à l'autre l'autorité de définir ton état émotionnel comme si ta sérénité avait besoin d'une approbation externe. C'est là que le stoïcisme devient vital. Marc Aurèle écrivait que l'âme se renforce lorsqu'elle apprend à ignorer ce qui ne dépend pas d'elle. Et c'est que ta nervosité, réelle ou inventée par le regard de l'autre, ne devrait pas être utilisée contre toi, car elle n'a rien à voir avec ton essence, ni avec ta valeur. La véritable approche face à ce piège n'est pas de te nier avec désespoir, mais de montrer par ton attitude que tu n'es pas disposé à donner ta paix. Tu peux choisir le silence comme réponse, laissant l'inconfort revenir à celui qui a tenté de le semer. Tu peux répondre avec sérénité, en fixant une limite avec peu de mots, sans te justifier, sans t'étendre en explications. Parce que lorsque tu te justifies, tu confirmes l'accusation. Lorsque tu restes ferme, tu dévoiles la manipulation. Sénèque disait que le plus grand pouvoir est de se maîtriser soi-même, et ici, cette leçon devient une arme. Si quelqu'un te demande « Pourquoi es-tu si nerveux ?», tu peux répondre calmement « Je vais bien » et ne pas donner plus d'espace à la manipulation. Ou même ne pas répondre du tout, car tu n'as pas l'obligation de clarifier ce qui n'a pas de fondement. Le silence à ce moment-là n'est pas une faiblesse, c'est une autorité. C'est montrer que tu n'as pas besoin de la validation de personne pour te sentir sûr de ce que tu dis ou fais. Le point n'est pas d'éliminer la nervosité, car nous la ressentons tous à un moment donné. Le point est qu'elle ne devienne pas une chaîne que d'autres peuvent tirer à leur convenance. Le manipulateur veut que ton esprit s'embrouille, que tu te mettes sur la défensive, que tu entres dans son terrain. Mais un stoïcien comprend que la bataille n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Et si tu réussis à rester serein, si tu comprends que la question n'a pas de pouvoir réel, alors il n'y a rien à craindre.
Chaque fois que quelqu'un te dit « Pourquoi es-tu si nerveux ?», souviens-toi qu'il cherche à planter la graine du doute. Ne l'arrose pas avec tes explications. Ne leur donne pas ton équilibre. Utilise cette situation comme un exercice pour renforcer ton autodiscipline, pour te rappeler que celui qui contrôle ses émotions ne sera jamais dominé. Parce qu'au final, la véritable réponse n'est pas de convaincre l'autre, elle est de rester ferme, d'être maître de ton calme et de montrer que ta paix n'est pas à vendre. C'est la première étape pour désarmer les pièges de la manipulation. Comprendre que les mots peuvent être des couteaux déguisés en question et que ta meilleure défense n'est pas de réagir avec peur, mais de soutenir ton esprit avec fermeté et de laisser le poison rester dans la bouche de celui qui l'a lancé. 2. Tu ne me fais pas confiance. La confiance est comme un verre, transparent et brillant, mais en même temps fragile. Une fois que quelqu'un essaie de te manipuler avec cette question, il ne le fait pas pour prendre soin de ce verre, il le fait pour le jeter par terre et te blâmer ensuite pour les fissures. Tu ne me fais pas confiance ? Ne cherche pas une réponse sincère, elle cherche à semer la culpabilité, à te faire sentir que c'est toi qui échoues en ne donnant pas ta confiance aveugle. C'est un piège, car il met l'accent sur toi, alors qu'en réalité, le doute vient du comportement de l'autre. Celui qui utilise cette question veut te lier émotionnellement, te pousser à baisser tes défenses, comme si la confiance était une obligation et non un choix. Si tu tombes dans le jeu, tu finis par céder du terrain et laisser de côté tes limites, car personne ne veut porter l'étiquette de méfiant ou de froid. Cependant, le stoïcisme enseigne que la véritable confiance ne se donne pas sous pression, elle se gagne par des actes cohérents. Épictète avertissait que nous ne devons pas confier notre jugement à d'autres, et ici, cet enseignement devient clair. Si quelqu'un exige ta confiance avec des mots et non avec des actes, ce qu'il veut n'est pas la connexion, mais le contrôle. Répondre à ce piège nécessite une clarté intérieure. Il n'est pas nécessaire de réagir avec hostilité ni avec soumission. Il s'agit de rester calme et de rendre la responsabilité là où elle appartient. La confiance n'est pas un chèque en blanc que quelqu'un peut réclamer de force, c'est un processus qui se construit. Marc Aurèle rappelait que la dignité d'une personne se mesure à la façon dont elle reste fidèle à sa nature, et cela implique de ne pas permettre que ton esprit soit emporté par la manipulation déguisée en affection. Face à cette question, tu peux répondre avec sérénité, sans tomber dans des explications longues qui te font paraître coupable. Un simple « la confiance se démontre par des actes, pas par des mots » suffit pour exposer l'intention derrière cette phrase. Tu peux aussi opter pour le silence ferme, qui montre clairement que tu ne vas pas entrer dans un terrain qui ne te correspond pas. Parce que la confiance ne s'impose pas, elle se gagne. Et si quelqu'un a besoin de te questionner pour l'obtenir, peut-être a-t-il déjà démontré qu'il ne la mérite pas. Sénèque disait qu'il n'y a pas de plus grande liberté que celle de ne pas dépendre de ce que les autres pensent de toi. Appliqué à ce cas, cela signifie que tu n'as pas besoin de prouver ta confiance à personne, encore moins à celui qui utilise la manipulation comme outil. Ta valeur ne dépend pas de convaincre quelqu'un d'autre de ta loyauté, elle dépend de ta cohérence avec toi-même et avec ce que tu sais être juste. La clé est de se rappeler que la question n'est pas sincère. Elle ne cherche pas à te connaître mieux, elle cherche à te désarmer. Si tu te sens obligé de répondre par un « bien sûr que je te fais confiance », ils auront déjà obtenu ce qu'ils voulaient, ta reddition. Mais si tu comprends que ta confiance t'appartient et que tu es le seul à décider quand la donner, tu reprends le contrôle de la situation. Chaque fois que quelqu'un te lance ce genre de piège, utilise-le comme un entraînement pour renforcer tes limites. N'aie pas peur du silence, n'aie pas peur de l'inconfort. La véritable erreur n'est pas de se méfier, c'est de donner ta sécurité intérieure simplement par peur de décevoir. Et si tu te souviens du stoïcisme à ce moment-là, tu comprendras que la confiance ne se négocie pas sous pression, elle s'offre quand l'autre prouve qu'il la mérite. C'est ainsi que l'on fait face à cette question, avec fermeté, avec clarté et avec la conviction que ta paix vaut plus que toute manipulation déguisée en affection. 3. Es-tu sûr de ce que tu dis ? Le doute est comme une goutte qui frappe la même pierre encore et encore.
Il n'a pas besoin d'être fort, juste constant, jusqu'à ce qu'il finisse par user la surface. C'est ainsi que fonctionne cette question manipulatrice. Elle n'arrive pas pour clarifier un sujet, elle arrive pour percer ta sécurité. Es-tu sûr de ce que tu dis ? Semble être une question innocente, mais en réalité, c'est un dard empoisonné qui cherche à te faire vaciller, qui prétend mettre en échec ta conviction et te faire sentir que peut-être tu as fait une erreur, même quand tu sais que tu as raison. Le manipulateur n'a pas besoin d'arguments solides, il lui suffit de semer le doute. S'il réussit à te faire hésiter, il a déjà gagné. Car celui qui doute de lui-même s'affaiblit, il perd sa voix et sa fermeté. C'est ici que le stoïcisme montre sa valeur, en te rappelant que la sécurité ne dépend pas de convaincre l'autre, mais d'être en accord avec ta propre raison. Marc Aurèle disait que l'esprit tranquille est fort parce qu'il ne se laisse pas emporter par les bruits extérieurs. C'est la clé, ne pas confondre le doute d'autrui avec une vérité qui te dépouille de ta confiance. Quand quelqu'un pose cette question, la première réaction est souvent de justifier chaque mot, comme si ta valeur dépendait de prouver que ta mémoire, ta perception ou ton argument sont impeccables. Mais cette réaction ne fait qu'alimenter le piège. La meilleure réponse n'est pas d'entrer dans un jeu sans fin d'explications, mais de rester ferme. Un stoïcien ne s'accroche pas à la nécessité d'avoir toujours le dernier mot, mais il ne permet pas non plus qu'on lui arrache sa conviction avec des insinuations vides. Épictète enseignait que les choses en elles-mêmes ne nous dérangent pas, mais les interprétations que nous en faisons. Appliqué ici, ce qui fait mal n'est pas la question, mais comment tu décides de la recevoir. Si tu la prends comme une attaque directe et que tu te défends désespérément, tu t'épuises. Si tu la regardes calmement et comprends qu'elle n'a pas de poids réel, tu retrouves ton pouvoir. Tu peux répondre en quelques mots avec un oui, ferme et sans fioriture, ou même avec un silence qui dérange plus le manipulateur que toi. Car le vrai message n'est pas dans la longueur de ta réponse, mais dans la sérénité avec laquelle tu la donnes. Sénèque rappelait que celui qui maîtrise ses émotions est invulnérable. Et cette question vise précisément tes émotions, l'insécurité que nous portons tous en nous. Le défi est de ne pas laisser le doute extérieur nourrir ta propre fragilité. Fais confiance à tes faits, à ta mémoire, à ce que tu sais être réel. Même si tu te trompes, cela n'invalide pas ta valeur ni ta dignité. L'erreur fait partie du chemin, mais permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser le doute comme une arme pour te contrôler est une défaite évitable. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te désarmer avec cette question, ne tombe pas dans le piège de justifier le moindre détail. Tiens bon, rappelle-toi que ta sécurité ne réside pas dans le fait de prouver constamment que tu as raison, mais dans le fait de maintenir ta clarté, même si on essaye de l'obscurcir. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, tu n'as pas besoin de prolonger la défense, tu as besoin de démontrer par ton calme que tu ne cèdes pas ton centre. C'est ainsi que l'on désactive cette manipulation. En comprenant que le doute d'autrui est comme cette goutte insistante, mais que tu n'es pas la pierre qui se laisse user, tu es le rocher qui reste ferme parce qu'il ne craint pas l'eau. Et quand tu réussiras à répondre avec cette conviction silencieuse, tu auras transformé le piège en une opportunité de renforcer ton esprit et ta résilience. 4. Pourquoi m'attaques-tu toujours ? Le feu, lorsqu'il s'allume au milieu d'un champ sec, n'a pas besoin de grand-chose pour se propager. Il suffit d'une étincelle pour que tout autour semble coupable de l'incendie. C'est ainsi que fonctionne cette question manipulatrice. Pourquoi m'attaques-tu toujours ? Elle ne cherche pas la justice, elle cherche à allumer en toi le sentiment d'être l'agresseur, même quand tout ce que tu as fait était de défendre ta position ou d'exprimer un désaccord. L'astuce est simple, inverser les rôles pour te placer sur le banc des accusés et ainsi éluder sa propre responsabilité. Le manipulateur sait que s'il réussit à te faire justifier, la conversation est déjà perdue. Tu commences à expliquer que tu n'attaquais pas, que ton intention n'était pas de blesser, que tu étais simplement en train d'exprimer ton opinion. À ce moment-là, tu changes le focus de la situation et tu commences à te défendre d'une accusation qui n'a jamais existé. C'est une manœuvre astucieuse, car pendant que tu t'efforces de nettoyer ton image, il garde le contrôle du terrain.
Le stoïcisme offre une issue claire à ce piège. Ne pas accepter des rôles qui ne te correspondent pas. Marc Aurèle disait que personne ne peut te faire sentir coupable sans ton consentement. Et dans ce cas, la culpabilité est l'outil que le manipulateur veut enfoncer dans ta conscience. Si tu tombes, tu finis par porter un poids qui ne t'appartient pas. Si tu gardes ton calme, la tentative se révèle vide. Répondre à cette question ne signifie pas entrer dans une guerre d'arguments, mais garder ton axe. Tu peux répondre calmement « je n'attaque pas, je n'exprime qu'un point de vue » et clore le sujet sans permettre que la conversation s'étende. Tu peux même choisir de ne pas répondre, montrant clairement que tu n'es pas disposé à porter des accusations inventées. Le silence ici n'est pas une évasion, c'est un mur contre la manipulation. Épictète enseignait que les gens ne peuvent pas nous nuire, seulement nos interprétations de leurs actes. Si tu vois cette question comme une attaque personnelle, tu te troubleras et te perdras dans les émotions. Mais si tu la vois pour ce qu'elle est vraiment, une stratégie pour te déstabiliser, alors elle n'a plus de pouvoir sur toi. Tu comprends que tu n'as pas besoin de te défendre contre des fantômes, mais de rester ferme dans la clarté de ton intention. Sénèque disait que la personne sage ne s'offusque pas des offenses, parce qu'elle comprend que sa propre valeur ne dépend pas de ce que disent les autres. Appliqué ici, cela signifie que tu n'as pas besoin de prouver que tu es innocent d'une fausse accusation. Ta dignité reste intacte tant que tu ne cèdes pas ton calme. La véritable attaque n'est pas ce qu'ils disent, c'est l'effet qu'ils obtiennent sur toi. Et ce pouvoir, c'est toi seul qui décides si tu le leur donnes ou non. Dans la vie quotidienne, ce type de manipulation est courant. Il peut survenir lors d'une dispute de couple, au travail ou même entre amis. Et il fonctionne toujours de la même manière. Déplacer le focus de l'attention vers toi pour que l'autre évite sa responsabilité. La pratique stoïcienne t'entraîne à ne pas te laisser entraîner par ce jeu. Au lieu de réagir avec colère ou avec de longues justifications, tu choisis de garder ton calme. Le manipulateur se nourrit de ta réaction, mais s'il ne l'obtient pas, il perd sa force. La prochaine fois que tu te poseras cette question, souviens-toi que tu n'es pas l'incendie qu'ils veulent pointer du doigt. Tu es le gardien de ton calme, quelqu'un qui n'a pas besoin de justifier chaque mot, comme s'il s'agissait d'un crime. La véritable attaque n'est pas la tienne, c'est l'intention cachée derrière cette question. Et lorsque tu ne rentres pas dans ce jeu, la manipulation devient une tentative ratée qui renforce ta force intérieure. 5. Ne comprends-tu pas ce que j'ai voulu dire? Les mots peuvent être comme de la fumée, ils se dispersent dans l'air et laissent de la place à chacun pour les interpréter. Mais quand quelqu'un utilise cette question manipulatrice, cette fumée se transforme en un rideau qui prétend cacher la vérité. Ne comprends-tu pas ce que j'ai voulu dire? Ne cherche pas à éclaircir quoi que ce soit, il cherche à te faire sentir maladroit, coupable de ne pas saisir l'intention supposée derrière ces phrases. C'est une tentative de te mettre en désavantage, de faire croire que tu as échoué à comprendre, alors qu'en réalité, c'est l'autre qui a lancé des messages ambigus ou contradictoires. Le manipulateur s'appuie sur cette tactique pour éviter de prendre la responsabilité de ses propres mots. Au lieu d'accepter ce qu'il a dit, il retourne la situation et la transforme en ton problème. Comme si l'incapacité de comprendre était la tienne et non pas le résultat de son manque de clarté. Voici le poison. Ils veulent que tu doutes de ton interprétation, que tu aies l'impression de ne pas saisir les choses, que tu commences à remettre en question ton intelligence ou ta capacité d'écoute. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser les opinions des autres devenir des chaînes internes. Épictète répétait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous dérangent, mais les jugements que nous faisons d'elles. Et ici, le jugement erroné serait de croire que c'est vraiment toi qui ne comprends pas, alors que la manipulation réside dans la façon dont la question est posée. Si tu acceptes la culpabilité, tu abandonnes ta sécurité et tu deviens la cible parfaite pour de futures attaques. La réponse n'est pas de se justifier ou d'entrer dans un débat interminable. La clé est de renvoyer la responsabilité à sa place. Tu peux répondre calmement « Tu m'as exprimé cela et c'est ainsi que je l'ai compris » ou « Si ce n'était pas ce que tu voulais dire, explique-toi mieux ».
Avec ces réponses, tu ne tombes pas dans le piège de la culpabilité et tu forces l'autre à assumer ce qu'il a réellement communiqué. Marc Aurèle rappelait que l'esprit doit être comme une ville fortifiée, capable de résister aux assauts extérieurs. Face à cette question, ton rempart est la conviction que tu n'es pas obligé de porter les interprétations des autres. Si tes paroles ou actions étaient raisonnables basées sur ce que tu as entendu, alors tu n'as rien à te reprocher. La manipulation perd de sa force lorsque tu comprends que ta dignité ne dépend pas de la démonstration d'une compréhension parfaite, mais du maintien de la clarté face aux tentatives de confusion. Sénèque mettait également en garde contre le pouvoir du langage et comment il peut être utilisé pour tromper. Ici, son conseil prend vie. Ne laisse pas les mots ambigus devenir des chaînes invisibles qui te piègent. La confusion ne naît pas toujours en toi, elle est souvent semée délibérément pour que tu cèdes du terrain. Dans la pratique, ce piège apparaît dans des discussions courantes, un partenaire qui évite la responsabilité, un patron qui ne veut pas reconnaître une erreur, un ami qui essaie d'avoir le dernier mot, toujours avec le même modèle, te blâmer de ne pas avoir compris. Mais si tu appliques l'enseignement stoïcien, tu ne réagis pas avec colère ni avec soumission. Tu restes ferme, tu pointes calmement la réalité et tu forces l'autre à être clair. La prochaine fois que quelqu'un te dira « Ne comprends-tu pas ce que j'ai voulu dire ?», ne cède pas à la tentation de te justifier ou de t'excuser pour quelque chose que tu n'as pas fait. Garde ton calme et réponds de manière à ce que la charge revienne à qui de droit. Parce que comprendre n'est pas toujours ton devoir, mais s'exprimer avec vérité et cohérence l'est toujours. Et quand tu te souviendras de cela, tu découvriras que personne ne peut te faire sentir incapable si tu ne le permets pas. 6. N'est-ce pas de ta faute ? La culpabilité est comme une ombre qui trouve toujours le moyen de te suivre, même lorsque le soleil brille avec force. Celui qui manipule sait cela et utilise la question « N'est-ce pas de ta faute ?» comme une arme précise. Il ne la lance pas pour chercher la justice, mais pour te charger d'un poids qui ne te revient pas, pour que tu baisses la tête et acceptes des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. L'intention est simple. Te faire sentir petit, te faire plier et finir par demander pardon même quand tu n'as rien fait de mal. Le problème de ce piège est qu'il attaque directement l'une des émotions les plus puissantes de l'être humain. La culpabilité mal gérée peut devenir une chaîne invisible qui limite chaque décision, car celui qui se sent coupable croit qu'il doit compenser, servir ou se taire. Le manipulateur le sait et en profite. S'il réussit à te faire dire « oui », peut-être que c'était de ma faute, il n'a plus besoin de discuter davantage, car il a gagné la bataille psychologique à cet instant. Le stoïcisme offre ici un antidote puissant. Séparer ce qui dépend vraiment de toi de ce qui ne dépend pas. Épictète insistait sur le fait que personne ne peut te rendre responsable de ce qui est hors de ton contrôle. Si quelque chose n'est pas né de tes décisions conscientes, tu n'as pas à le porter. Et ce principe est fondamental pour ne pas laisser la culpabilité injuste devenir une arme contre toi. Lorsque tu es confronté à cette question, la clé est de freiner l'impulsion de t'excuser immédiatement. Respire et analyse. Est-ce vraiment ta responsabilité ce qui est en train d'être discuté? Ou est-ce une tentative de transférer une erreur étrangère sur tes épaules? Si c'est la première option, un stoïcien reconnaît sa part et apprend de celle-ci, car admettre la vraie culpabilité renforce le caractère. Mais si c'est la deuxième option, la réponse doit être ferme, ne pas accepter les charges des autres. Ne confonds pas l'humilité avec la soumission, ni la responsabilité avec la servitude émotionnelle. Marc Aurèle enseignait que la justice commence par soi-même, et cela signifie se traiter avec impartialité. Tu ne peux pas être un juge injuste de toi-même en te condamnant pour tout ce qui se passe autour de toi. Face à un « n'est-ce pas de ta faute ?», l'attitude correcte est de retourner le regard avec sérénité et de répondre clairement « non, cela ne dépend pas de moi ». Tu n'as pas besoin de hausser la voix ni de donner de longues explications. Il suffit de rester ferme et de ne pas laisser la pression émotionnelle te faire plier. Sénèque avertissait également que l'excès de culpabilité peut être plus destructeur que l'erreur originale.
Il disait que personne ne se libère en se punissant au-delà de ce qui est nécessaire. Appliqué à ce cas, cela signifie que même si tu as commis une erreur, prolonger la culpabilité ne te rend pas plus noble, seulement plus vulnérable. Accepter, apprendre et avancer est une voie beaucoup plus forte que de rester attaché à une accusation éternelle. Dans la vie quotidienne, cette manipulation est fréquente. Elle peut apparaître dans les discussions familiales, dans les environnements de travail ou dans les relations de couple. Toujours avec le même schéma. Quelqu'un fait une erreur, mais au lieu de l'assumer, il pose la question qui redirige le poids vers toi. Et si tu n'as pas de clarté, tu finis par porter un sac à dos qui n'était pas le tien. La pratique stoïcienne ici est essentielle. Rappelle-toi la dichotomie du contrôle. Demande-toi si la situation est vraiment née de tes actes volontaires. Si la réponse est non, alors il n'y a aucune raison d'accepter la culpabilité. Et si la réponse est oui, alors affronte-la avec dignité. Apprends d'elle et avance sans permettre à personne de prolonger ton châtiment plus que nécessaire. C'est ainsi que ce piège est brisé. 7. Ne serais-tu pas en train d'exagérer ? L'exagération, quand quelqu'un la souligne avec une intention manipulatrice, fonctionne comme une loupe tordue. Il te montre ton expérience comme si elle était gonflée, comme si ce que tu as ressenti, vu ou vécu n'avait pas de valeur réelle. Ne serais-tu pas en train d'exagérer est une question conçue pour te diminuer, pour te faire croire que ta perception est faible, peu fiable ou ridicule. Il ne l'utilise pas pour chercher l'équilibre, mais pour invalider ce que tu exprimes et te laisser en silence avec le sentiment d'avoir surréagi. Le véritable poison de ce piège est qu'il attaque ta confiance en ton propre jugement. Si tu acceptes l'accusation, tu finis par douter de ce que tu as ressenti, de ce que tu as vu ou de ce que tu sais qui s'est passé. Tu commences à te corriger, à minimiser tes mots, à adoucir ta posture. C'est exactement ce que cherche le manipulateur, que tu te rabaisses par peur de paraître exagéré. Le stoïcisme propose une voie très différente. Épictète disait que tu ne dois pas livrer ton jugement aux autres, car c'est la seule chose qui t'appartient vraiment. Si quelqu'un essaie de te faire sentir que tu exagères, cela ne signifie pas que tu dois réagir avec des cris ou avec plus de force. Cela signifie que tu dois garder ta clarté intérieure intacte. L'expérience que tu as vécue est à toi, elle ne peut pas être jetée parce que quelqu'un essaie de la minimiser. La meilleure façon de répondre à cette question n'est pas de te justifier ni de te rabaisser, mais de soutenir ta perspective avec calme. Tu peux répondre sereinement « c'est ce que j'ai perçu » ou « je parle de ce que j'ai vécu » et laisser la conversation là. N'entre pas dans des discussions interminables pour convaincre l'autre que ton expérience est valide, car si tu le fais, tu es déjà tombé dans le piège. La force réside dans le fait de montrer que ta vision ne dépend pas de leur validation. Marc Aurèle rappelait que la vérité ne change pas, même si personne ne la croit. Ce principe est un bouclier contre l'accusation d'exagération. Si tu sais que ce que tu as dit reflète la réalité telle que tu l'as perçue, tu n'as pas besoin de l'adoucir pour que l'autre l'accepte. Ta tâche n'est pas de convaincre, c'est de maintenir ta dignité. Et si quelqu'un décide de réduire ce que tu exprimes, cela en dit plus sur son manque d'empathie que sur ton soi-disant exagération. Sénèque avertissait également que celui qui s'habitue à minimiser ses émotions pour plaire finit par vivre sous le jugement des autres. C'est une prison invisible. Tu ne peux pas construire une paix intérieure si chaque fois que tu parles, tu te demandes si tu sembleras exagérer aux oreilles des autres. La véritable liberté surgit lorsque tu acceptes ce que tu ressens et l'exprimes clairement, sans avoir besoin de l'embellir ni de le diminuer sous la pression extérieure. Dans la vie quotidienne, cette manipulation est courante dans les disputes de couple, les conflits familiaux ou les environnements de travail. Lorsque tu soulignes un problème, lorsque tu exprimes un inconfort ou une douleur, l'autre répond avec ce type de questions pour désactiver ta voix. Si tu n'as pas de clarté, tu finis par te taire, pensant que tu as peut-être exagéré, que ce que tu ressens n'est pas si important. C'est le terrain parfait pour que la manipulation grandisse. La pratique stoïcienne t'apprend à voir cette situation comme un entraînement.
Chaque fois que quelqu'un essaie de te faire sentir que tu exagères, utilise-le comme un rappel que ton jugement interne est plus fort que tout commentaire externe. Tu n'as pas besoin de réagir avec colère, il suffit de rester ferme dans ta position sans la réduire ni l'agrandir, en montrant simplement que ta voix ne s'éteint pas. C'est ainsi que ce piège est vaincu, avec clarté et sérénité, avec la conviction que ta perception n'a pas besoin d'approbation extérieure. 8. Et si tout cela n'était que dans ta tête? L'esprit est comme un océan immense. Parfois, ses eaux sont claires et tranquilles, parfois agitées et confuses. Celui qui manipule sait qu'il existe dans cet océan un espace vulnérable, le doute sur ta propre perception. Et si tout cela n'était que dans ta tête, n'est pas une question pour chercher la vérité, c'est une ancre lancée au fond de ton esprit pour que tu commences à sombrer dans l'insécurité. Si tu tombes, tu finis par croire que tu as peut-être exagéré, que tu as inventé ce que tu as vécu ou que tes émotions n'ont pas de valeur. Le but de ce piège est simple, te faire douter de toi-même. S'ils parviennent à te faire questionner ta mémoire, tes émotions ou ton jugement, ils n'ont plus besoin de réfuter quoi que ce soit. Tu deviens ton propre ennemi, te corrigeant, t'excusant et doutant de chaque pas que tu fais. C'est une forme de gaslighting, un mécanisme psychologique qui brouille la ligne entre le réel et l'imaginaire. Le manipulateur n'a pas besoin de crier ou de s'imposer. Il lui suffit de planter la graine de l'incertitude pour que tu sois celui qui détruit ta sécurité. Le stoïcisme enseigne à ne pas permettre que l'extérieur dicte la valeur de l'intérieur. Épictète soulignait que la liberté commence lorsque tu comprends que ton jugement est la seule chose que personne ne peut te prendre. Face à cette question, cet enseignement est vital. Ton esprit n'est pas un lieu faible à la disposition des autres. C'est un espace que tu dois protéger avec discipline et clarté. Si quelqu'un essaie de te convaincre que tout est dans ta tête, rappelle-toi que ton expérience est valide et que ta perception est un fait qui ne nécessite pas l'autorisation d'autrui. La façon de répondre n'est pas de tomber dans le désespoir pour prouver ce que tu ressens, mais de rester ferme dans ce que tu sais. Tu peux répondre calmement « c'est réel pour moi » ou « je sais ce que j'ai vécu » et laisser le sujet là. Tu n'as pas besoin de preuves sans fin ni d'explications longues. La sérénité avec laquelle tu affirmes ta vérité est plus puissante que toute discussion que le manipulateur tente de forcer. Marc Aurèle disait que l'esprit tranquille est invulnérable parce qu'il ne dépend pas du bruit extérieur. Cette idée devient ton bouclier. Si ta conviction repose sur la clarté intérieure, aucune phrase déguisée en doute ne pourra te l'arracher. Même si d'autres essaient de minimiser ce que tu as vécu, tu n'es pas obligé de l'accepter comme vrai. La vérité ne se négocie pas avec celui qui cherche à la manipuler. Sénèque avertissait que celui qui perd confiance en lui-même est exposé à être gouverné par n'importe qui. C'est l'essence de cette question manipulatrice, te faire douter de toi pour te dominer ensuite. La pratique stoïcienne, en revanche, renforce ta confiance intérieure. Cela ne signifie pas te croire infaillible, cela signifie savoir que ta perception a de la valeur et que tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour soutenir ce que tu as vécu. Dans la vie quotidienne, ce piège peut apparaître dans les discussions de couple, dans les conflits familiaux ou dans les relations de travail. Il surgit lorsque tu exprimes une douleur, un inconfort ou une limite, et la réponse que tu reçois est que tout est dans ta tête. Le but est de te désarmer, de te faire taire et de te faire cesser d'insister. Si tu n'as pas de clarté, tu tombes dans le silence du doute, croyant que peut-être tout était le produit de ton imagination. La pratique stoïcienne transforme ce moment en un exercice de force. Chaque fois que tu es confronté à cette question, rappelle-toi que l'expérience que tu as vécue est réelle pour toi, et cela suffit. Tu n'as pas besoin que les autres le reconnaissent pour qu'il ait de la valeur. Ta tâche est de rester calme, de protéger ta clarté et de ne pas donner ton jugement à celui qui cherche à l'empoisonner. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.